Cette vidéo est sponsorisée par Displate. Attention les gens, Displate fête son anniversaire et à cette occasion, comment vous dire, les promos vont être très énervés. Mais d'abord, Displate, ce sont des posters métalliques de haute qualité, imprimés à la demande et livrés chez vous en quelques jours. Ils sont fixés au mur à l'aide d'un simple aimant. Donc ça veut dire que vous pouvez les repositionner comme vous voulez. Vous pouvez les échanger en quelques secondes. Le tout sans jamais avoir besoin de viser un clou à l'aveugle derrière le poster. Displate, ce sont littéralement des millions de modèles. Des millions. De toutes les licences que vous aimez. Que ce soit les films, Star Wars, Marvel, Harry Potter, les jeux vidéo, les FPS, les RPG, etc. Je sais pas quoi, moi. La musique métal, voilà. Vous aimez le métal, bah il y a des Displate métal. Vous savez quoi, le foot? Voilà, il doit bien y avoir des fans de foot là qui regardent. Bah voilà. Si vous êtes fan de foot, vous trouverez tout ce que voilà. Moi cette fois-ci, je me suis pris Spider-Gwen parce que c'est ma super-héroïne préférée. Alors j'ai également pris Daredevil et alors Daredevil, c'est un Textra. Ça veut dire que c'est un modèle qui est texturé, il y a du relief, il y a du vernis sélectif. L'effet dans une pièce, il est ouf. Après, un peu plus classique, les piliers de la création. Voilà, parce qu'il n'y a pas besoin non plus d'être excentrique ou original pour trouver quelque chose de beau. Hein. Je veux dire, c'est... Je pense pas qu'on puisse trouver beaucoup de choses qui soient vraiment plus belles que ça dans l'univers. Et si jamais des millions de modèles, bah vous, ça vous suffit pas parce que vous avez envie de faire le difficile, etc. Eh ben, vous avez la possibilité de customiser vos propres displays à partir de vos propres photos. Alors moi, là, pour l'exemple, j'ai pris une photo random sur mon téléphone. Hein. Je vais pas chercher plus loin que ça parce que je voulais vraiment montrer que ça marche. Bah voilà. Résultat. Voilà, bon là, en l'occurrence, bon c'est moi en 0G avec Thomas Pesquet. Une photo random, hein, je vous ai dit. Bon, ouvrez bien les yeux et les oreilles parce que là, ça va piquer, ça va taper très fort, je vous le dis. Si vous cliquez sur le lien qui est dans la description avec le code promo YPENSER, vous êtes prêts? Je vous mets le détail exact ici, mais dites-vous que jusqu'au 31 mai, vous pouvez avoir jusqu'à 41% de réduction sur votre panier. 41%. Ça commence à parler là, ou quoi? Encore une fois, merci à Displate de continuer de me faire confiance et quant à nous, on se retrouve dans quelques secondes pour la vidéo. Si, comme moi, vous êtes né dans les années 70... Bonjour. Si, comme moi, vous êtes né dans les années 70 ou 80, ou si vous avez eu des enfants dans les années 70 ou 80, vous avez très certainement connu un machin qui s'appelait le Toplexil. C'est un sirop contre la toux. Voilà. Votre gamin avait un rhume, vous alliez chez le médecin. Oui, parce que c'était sur prescription. Le Toubib, il vous en mettait 3 caisses, et puis voilà, c'était réglé. Pourtant, son efficacité en tant qu'antitussif était discutable. Raison pour laquelle il n'est plus remboursé, d'ailleurs. Mais alors, pourquoi a-t-il eu autant de succès? Eh bien, c'est à cause d'un effet secondaire. Mais pas sur le gamin. Sur les parents. Ils faisaient mieux leurs devoirs? Non, c'est un sirop contre la toux. Ils rangeaient leur chambre? Non, c'est un sirop contre la toux. Ils débarrassaient la table? Non, c'est un sirop contre la... Mais qu'est-ce que tu fais? Ils éteignaient la lumière d'une pièce avant de sortir? Mais putain, c'est juste un sirop contre la toux, bordel! Qu'est-ce que tu... Ça provoquait de la somnolence. Pour ne pas dire que ça sédatait complètement les gamins, qui du coup ne toussaient plus, puisqu'ils faisaient leur nuit d'une traite. Et conséquemment, bah, les parents aussi. Attends, mais c'est génial, mais je prends moi ça! Le gamin tousse, il arrive pas à dormir. Boum, du sirop. La petite dernière, elle fait ses dents, elle pleure un peu fort. Boum, du sirop. Il est 21h30 et votre gamin veut une 6e histoire de l'âne trop. Boum, du sirop. Alors, il est tout à fait possible qu'avec un regard actuel, ça vous semble un peu choquant. Eh ben, je vous invite à ce qu'on en reparle après 3 nuits sans dormir. Mais bon, hein, on l'a déjà dit, évidemment, les années 80, c'était autre chose. Et puis, ça va, on va se calmer. Je veux dire, on parle pas non plus d'un somnifère puissant, hein. L'idée, c'était juste de gentiment fracasser une portée entière pour pouvoir dormir tranquillement. Les gamins, on leur filait juste une cuillère de sirop et puis voilà, quoi. Je veux dire, c'est pas pire que de les foutre 2 heures devant une tablette, hein, en vrai. Dites-vous bien que dans les années 50, les gamins, ils avaient du pinard à la cantine, hein. Alors, ok, c'était du vin qui était coupé à l'eau, hein. Le message à l'époque, c'était « le vin chasse l'alcool ». En fait, c'était pour lutter contre l'alcoolisme infantile. Ouais, alors, cherchez pas avec la logique d'aujourd'hui, hein. En plus du fait que c'est pas du tout le sujet. Non, voilà, c'est juste, si vous voulez, c'est une cuillère de Toplexil pour aider les gamins à dormir. Ça peut vous choquer, mais c'est pas comme s'ils étaient raides défoncés non plus. Non, en effet. En tout cas, pas dans les années 80. Dans les années 1900, en revanche, dans les années 1900, on filait de l'opium ou de l'héroïne diluée dans de l'alcool à 30 degrés à des gamins
pour les détendre un petit peu et les aider à faire leur nuit quand ils faisaient leurs dents ou qu'ils n'arrivaient pas bien à dormir. Ah! Avant toute chose, on va commencer par expliciter 2 ou 3 trucs, à commencer par l'opium. L'opium vient d'une plante qui s'appelle le pavot. Celle-là même, des grains de pavot sur le pain pavot, voilà. Et on en connaît les effets depuis... disons simplement qu'à l'époque de Jésus, ça fait déjà très longtemps qu'on connaît les effets. Ouais, ça fait au moins 5000 ans qu'on connaît les effets. Ça provoque une sensation d'extase, et ça relaxe, et ça a un effet analgésique. Et en tant que drogue, c'est extrêmement addictif, en plus d'avoir une liste d'effets secondaires longue comme le bras de Victor Wembanyama. Long bras. Pourtant, dans les années 1800, l'opium, c'est légal. Partout. Aux USA, par exemple, ça se fume à usage récréatif, un peu comme un joint, si vous voulez, sauf que, on va être clair, hein, l'opium, c'est quand même un poil plus vénère. Après, on le trouve évidemment sous plusieurs formes, et il peut être utilisé comme calmant ou antidouleur. Puisque l'opium est un calmant et un antidouleur. Les femmes en prennent contre les crampes menstruelles. D'ailleurs, ça me fait penser, alors c'est pas dans le script initial, hein, mais j'y pense, donc je le dis, voilà. Je ferai bien une vidéo sur l'endométriose, un de ces 4. Ouais. Les vieux en prennent contre les rhumatismes, enfin bref, vous avez compris. C'est un truc pépouze pour se faire du bien, qu'on prend quand on a mal. Cela dit, encore une fois, soyons clairs, le côté addictif et les effets secondaires, ça fait longtemps qu'on les connaît. Et c'est alors qu'un jeune apprenti pharmacien allemand nommé Gérard Majax, Friedrich Wilhelm Adam Serturner. Ouais, ça saoule, je vais l'appeler Fouasse. C'est alors qu'un jeune apprenti pharmacien allemand nommé Fouasse se dit que ce serait pas mal d'avoir un produit comme ça qui fait tout ça tout bien, tout pareil, donc calmant, antidouleur, tout ça, mais sans les effets secondaires, y compris l'addiction. Il va alors réussir à isoler un des principes actifs du pavot, et il va le nommer en hommage, c'est un poète, hein, il va le nommer en hommage au dieu des rêves, Dolipranios. Ah non, Morphée. Oui voilà, Morphée. Et donc son machin, ça s'appelle la morphine. Donc, début 1800, la morphine arrive sur le marché pour combattre l'addiction à l'opium. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la morphine est plus addictive que l'opium. Déjà. Et oui, niveau médical, pour calmer la douleur, c'est putain d'efficace. La douleur, ça te la calme direct. Ce qui est logique, hein, puisque ça s'injecte. Et alors, au bout du compte, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, ok, donc les gens prennent moins d'opium, mais point de vue santé publique, c'est pas nécessairement mieux ce qui se passe pour l'instant. Du coup, assez naturellement, vers la fin des années 1800, les revues médicales commencent à faire remonter ce qu'ils appellent un problème avec les opioïdes. Opioïdes qui sont légalement en vente, hein. Alors, avec ou sans prescription, hein, c'est selon, mais c'est légal. Hein. Et voilà, on commence à se dire à nouveau que ouais, vraiment, ce serait pas mal de trouver un truc équivalent, hein, à un calmant, antidouleur, tout ça, et qui soit pas du tout addictif. Ce serait quand même mieux. Et le laboratoire Bayer produit en 1898, et après des années de recherche, un remède qui répond à tous ces critères. Un remède efficace contre la toux, efficace contre la douleur, il garantit sans aucune accoutumance. L'héroïne. Alors, oui, vous vous en doutez, il y a 130 ans, les essais cliniques, c'était pas tout à fait la même chose qu'aujourd'hui. Oui. Et donc, si vous voulez, l'héroïne, pour lutter contre l'addiction à la morphine qui déjà était là pour lutter contre l'addiction à l'opium, comment vous dire? Je dirais pas que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Mais comme à l'époque, la circulation, la diffusion de l'information, pareil, c'est pas comme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en sait à l'époque de l'héroïne? Alors, assez rapidement, les médecins réalisent que non seulement il y a de l'addiction, mais il y a aussi des morts. Et le grand public, lui, il voit bien que dans les fumeries d'opium, les gens deviennent des loques. Mais il y a toujours cette idée-là de dire, ouais, mais c'est normal, c'est parce qu'ils en prennent trop. Hein. C'est comme pour l'alcool, en fait, il suffit de savoir se tenir et puis tout va bien. Tout ça pour dire que, si vous voulez, ce produit, il est globalement bien accueilli par le grand public. Et conséquemment, on voit apparaître sur le marché toute une gamme de produits pour le grand public. Alors, il y a des boissons énergisantes, des boissons relaxantes, comme par exemple le laudanum. C'est un mélange d'opium et d'alcool à 30 degrés. Pour vous donner une idée, la tequila, c'est 35 degrés. Et en gros, le laudanum est vendu comme une espèce de remède miracle contre la douleur, hein, évidemment, mais également l'anxiété, la diarrhée, la toux, et même contre l'impuissance. Oui.
Et alors, en France, c'est sur prescription, mais aux États-Unis et au Canada, c'est en vente libre. Juste petite parenthèse pour un machin, vous allez voir, c'est cocasse. Comme le but, c'est de vendre ce machin comme un truc totalement inoffensif, la recette a été un peu modifiée. Parce qu'à la base, l'opium était mélangé avec du vin. Mais comme le vin, c'est caca, on l'a remplacé par de l'alcool à 30 degrés. Et comme ça, là, c'est ok. C'était vraiment une autre époque. À côté de ces remèdes... Attends un peu, là. Quoi? Non mais, reviens dans la parenthèse, il y a un truc que j'ai pas pigé. Ok, parenthèse. Tout à l'heure, t'as dit pile l'inverse. T'as dit, le vin chasse l'alcool. On utilisait le vin pour pas prendre de l'alcool, et là, tu dis pile l'inverse. Tu dis qu'on a remplacé le vin qui était caca par de l'alcool parce que l'alcool, c'est mieux. Parce que le vin, c'était très addictif et pas l'alcool. Enfin, non, mais ça, c'est aux États-Unis. Le vin chasse l'alcool, ça, c'est cocorico, c'est en France. Et aux USA, donc, c'est pile l'inverse. Ah, ok, mais on est d'accord que dans les deux cas, ça reste très con. Oui, bien sûr. Ok. À côté de tous ces remèdes, et en cette période où on entre dans l'ère de la médecine hygiéniste, et on commence à se dire que ce serait quand même pas mal de s'intéresser un peu au sort des nouveau-nés, par exemple pour éviter qu'ils décèdent. Oui, début du XXe siècle, on a quand même des taux de mortalité sur la première année à 10 et à 20%. Et je vous laisse deviner tout seul comme des grands quel taux correspond à des enfants blancs ou à des enfants noirs. Et donc, pour lutter contre les bobos dentaires, les diarrhées dysenteriques, et puis bah, tout ce qui peut tracasser les tout petits, apparaît sur le marché toute une gamme de produits, tels que le Mrs. Winslow's Soothing Syrup, qu'on pourrait traduire par le sirop apaisant de Madame Winslow. Sirop, donc, à base d'alcool et de morphine, mais quand même avec du miel et des plantes, parce qu'on n'est pas des sauvages non plus. Et alors, fun fact concernant ces produits, il n'y a pas la composition exacte marquée sur la boîte. Je suis pas sûr que tu saches vraiment ce que c'est qu'on appelle un fun fact. Les acheteurs donc ne connaissent ni la quantité d'alcool, ni la quantité de morphine. Ouais, bah c'est pas vraiment fun en fait. Et évidemment, il n'y a pas de posologie. Bah non, pourquoi faire? Tu mets quelques gouttes et puis si après le gamin il va mieux, bah y a pas de problème. Comme le montre cette magnifique publicité d'époque. Regardez comme ce gamin-là, il a l'air tout détendu. Ouais, il a surtout l'air fonce-dé, je trouve. Aussi, oui, sans doute. En plus, le produit, il est vraiment pas cher, donc il se répand assez vite dans les couches populaires, où il n'y a pas forcément toujours à manger à table. Vous allez voir. Donc, quelques gouttes dans le biberon, le gamin, il boit ça d'une traite, et après, il pionce, au lieu de pleurer parce qu'il a faim. Voire même, une petite lampée, avant que papa et maman aillent partir travailler pour la journée. Le gamin, il risque rien, le gamin, il dort, on vous a dit. À l'époque, on appelait ça la nourrice du pauvre. Quoi? Bah, je me posais juste la question. Quoi? C'était pas dangereux pour les gamins? Bah, tu sais, j'ai envie de dire, une fois que tu sais comment en faire un, si t'as pas cassé le moule, tu sais en faire d'autres, hein? Non, mais sérieux. Ok, sérieux. Alors, on n'a pas de chiffres précis. Et je rappelle qu'à l'époque, les jeunes gamins mouraient pour plein de raisons diverses et variées. Infection, maladie, malnutrition... Donc un gamin qui pleure, à qui on file du sirop, il s'endort et il se réveille pas, à moins d'une autopsie, c'est difficile de conclure que c'est le sirop qui... Donc les rapports parlent de milliers de morts, mais rien de précis. Surtout que, je le rappelle, les emballages ne listaient ni la composition des ingrédients, ni la concentration de chaque ingrédient. Et vu que c'était les marques qui étaient déposées et pas les formules, en plus, la formule, elle pouvait bouger limite d'une série à une autre, quoi. À 2 mois d'écart, ça pouvait être des concentrations différentes, en fait. En revanche, on sait aujourd'hui que le sirop apaisant de Madame Winslow a pu contenir, dans certains cas, 65 mg de morphine par once liquide. Vous savez, FLOZ. Alors... FLOZ pour Fluid Ounce. Non content d'être une unité à la con, celle-ci, en plus, elle n'est pas piquée des hannetons. L'once liquide impériale représente exactement 1/160e de gallon impérial. Ce qui fait environ 28,4 ml. Mais c'est pas tout, parce que évidemment, les Américains, non seulement ils utilisent l'once liquide, mais ils n'utilisent pas la même once liquide impériale que les Anglais. Ils ont la leur. Oui, parce que sinon ce serait juste chiant, en fait. Pour les Américains, une once liquide, c'est un 128e de gallon. Pas 160e, 128e de gallon. Mais attention, de gallon américain. Pas de gallon impérial, non. Ce qui fait donc, du coup, environ 29,6 ml. Mais surtout, bien sûr, ne passez pas au système métrique, bande de glands. Donc, 65 mg de morphine par once liquide, on va dire, globalement,
30 millilitres. Ok, sauf que comme je suis pas du tout toubib, ça ou rien, pour moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si 65 mg par 30 millilitres, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. J'en ai aucune idée. Ok, alors on va détailler un petit peu pour se faire une idée. Alors déjà, ça c'est la gueule de la bouteille. Et une once liquide, donc on va dire 30 millilitres, globalement, c'est une gorgée. Voilà. Vous avez déjà bu un shot c'est 40 millilitres. Mettons qu'aujourd'hui, là, en 2026, vous vous faites opérer d'un truc un peu excité avec des douleurs post-opératoires. On pourra vous filer entre 5 et 10 mg de morphine par voie orale toutes les 4 heures. Et là, je pars du principe que vous êtes un adulte. Donc, la bouteille de sirop apaisant de Madame Winslow, qui, je le rappelle, est faite pour les gamins, enfin, pour les nourrissons, en fait, hein. Il y a suffisamment de morphine pour calmer un adulte pendant une journée. C'est dosé. C'est dosé, ça race. Et vu que c'est administré à l'instinct, hein, au jugé, j'ai envie de dire, oui, les risques d'overdose existent. De plus, la morphine ralentit le rythme respiratoire et provoque des baisses de tension. Vous ajoutez à ça que dans le sirop, il y a de l'alcool. Vous ajoutez à ça l'endormissement. Et alors, en effet, je pense que parler de milliers de décès, c'est une estimation prudente. Cela étant, les médecins, au début des années 1900, ils connaissent déjà les dangers des opiacés, hein, donc ça fait des décennies qu'ils tirent la sonnette d'alarme. Donc là, ils vont tenter de s'adresser directement au grand public, et aux mamans en particulier, en publiant un article dans le Bulletin médical du Québec en 1919, un article intitulé « Tueurs d'enfants ». Et ils le sortent en bilingue, hein, français et anglais, pour être sûr qu'un maximum de gens puissent le lire. Le but de cet article, c'est d'alerter les mamans sur les dangers d'abuser de ces sirops et comment dire, disons que les médecins québécois, quand ils veulent alerter, ils font pas semblant. C'est-à-dire, je cite, « Chaque fois que vous administrez une de ces préparations, vous produisez l'effet que vous cherchez. L'enfant va bien dormir, certes, mais rappelez-vous, mère de famille, que le mal continue son œuvre. Rappelez-vous que la méningite cérébrospinale que vous n'avez pas traitée vous donnera un infirme. Rappelez-vous que la gastro-entérite, la tuberculose, la méningite soignée au sirop calmant vous donneront des cadavres. » Et les gens ont arrêté d'en prendre? Non. Mais ça a quand même eu un effet, voilà. C'est qu'on a commencé à réglementer l'usage des opioïdes avant de totalement les interdire à la vente. À la vente libre, hein, en dehors de tout cadre médical, bien sûr. Bon, alors c'est vrai qu'ils auront mis le temps, mais au moins, ça aura sauvé beaucoup de vies par la suite, et puis surtout, ça aura fait une belle leçon pour eux, pour qu'ils évitent de reproduire ce genre de dinguerie à l'avenir, quoi. Pourquoi vous dites plus rien? Ok, il s'est passé quoi? Niveau traitement de la douleur et connaissance des maladies, c'est vrai qu'au XXe siècle, on a fait beaucoup de progrès. Mais les gens cherchent toujours un produit pour aller mieux, ou pour protéger leurs enfants. C'est normal. Et c'est comme ça qu'après le miracle des potions universelles qui guérissent tout, on a vu pointer le miracle de la science qui guérit tout. Ça va partir en couille, c'est ça? Mesdames et messieurs, pour son incomparable valeur hygiénique, pour ses indéniables effets de stimulation organique, et pour sa précieuse source de chaleur et d'énergie vitale, pour vos enfants, utilisez les layettes et les lainages avec la laine au radium. Confortable, résistante et radioactive. Oh merde. En 1898, tandis que le laboratoire Bayer isolait la morphine, Pierre et Marie Curie découvraient le radium. Et notez que ces deux faits n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre. En 1901, Pierre Curie fournit des sels de radium au docteur Henry Danlos de l'hôpital Saint-Louis, qui les utilisera pour traiter un lupus tuberculeux. Moi non plus, je sais pas ce que c'est, et moi aussi, rien qu'au nom, je trouve ça dégueu. Toujours est-il que, le docteur et le malade, du coup, ils étaient super contents les deux. Surtout le malade, hein, d'ailleurs, qui conséquemment a cessé d'être malade. Oui, on commence alors à mettre au point très rapidement des traitements médicaux contre des cancers ou des tumeurs cutanées, et on commence à se dire que le radium, c'est génial en fait. Ça nous a tout l'air d'être le nouveau produit miracle qui va soigner absolument tout chez tout le monde. Ou peu s'en faut. Attends, mais ils disaient pas déjà ça de l'héroïne et de l'opium? Mais bien sûr que si. Mais là, il y a une différence quand même, c'est que le radium, ça soigne vraiment des trucs. Mais bien évidemment, les mêmes causes provoquant les mêmes effets, en plus de véritables traitements médicaux à base de radium, on voit apparaître sur le marché tout un tas de produits plus ou moins débiles qui contiennent du radium. Vraiment de quoi alimenter la chaîne de G-Milgram pendant 10 ans, sans problème. Mais il n'y avait pas de chaîne G-Milgram à l'époque. Non mais... Vous pouviez trouver de quoi faire des cataplasmes, des comprimés au radium, vous tartiner de crème embellissante, mise au point par rien moins que Alfred Curie. Mais alors juste vite fait, Alfred Curie par rapport à Pierre Curie,
C'est personne, en fait. Il dit juste aucun lien. Le mec, il a juste le même nom, et du coup, il en profite pour faire du pognon. C'est les steaks hachés Bigard, un siècle avant les steaks hachés Bigard. Mais radioactifs. Donc pas du tout les steaks hachés Bigard. Et si vous n'avez pas cette ref, félicitations, vous êtes jeune. Il y avait également le moyen de se garnir l'anus de radium. Avec le Suporadol, radioactif, contre les hémorroïdes. Voilà, donc il y avait tout et n'importe quoi, et avec plus ou moins de radium dedans. Il y en avait même, et alors, asseyez-vous parce que celle-là, elle est un peu particulière, il y en avait même qui prétendaient que leurs produits contenaient du radium, alors qu'en réalité non. Et certains se sont même fait remonter les bretelles pour publicité mensongère. Genre, si ça se trouve, il y a des boîtes qui se sont pris des amendes parce qu'il n'y avait pas de radium dans leurs produits. Hein? Il y a eu du camembert avec du radium. Oh, les fous! Je vous hais! Soyez maudits! Oui. Au début des années 20, le radium, ça coûte très très cher. C'est à peu près l'équivalent de 100 000 € actuels pour 1 milligramme. Donc c'est cher. Mais les prix vont fortement baisser avec la découverte de nouveaux gisements au Katanga, dans l'empire colonial belge. C'est la partie sud du Congo, voilà. Et avec le prix qui baisse, eh ben, l'utilisation augmente. C'est mécanique. Hein. Cela étant, à part les lainages au radium qui m'ont servi d'habile transition avec la partie précédente, les produits au radium, c'est tout de même plutôt orienté vers les adultes. Plutôt, voilà. Et il y en a un en particulier qui va nous intéresser là dans les prochaines minutes, c'est le Raditor. Le Raditor. Il faisait pas partie de la troupe de Légumane. Alors, pas exactement. Légumane, il vous filait des cauchemars. Raditor, il vous filait le cancer. Oh, ok, j'ai confondu. My bad. Il n'y a pas de souci, ça arrive. Vous le savez, en 1921, Marie Curie a déjà 2 prix Nobel. Vous le savez parce que j'ai déjà fait une vidéo sur Marie Curie. Le lien est dans la description. Marie Curie, donc, en 1921, a déjà 2 prix Nobel lorsqu'elle se rend aux États-Unis, où elle est accueillie comme une putain de rockstar, mais vraiment comme une rockstar. Ses découvertes sont mises à mort en avant, et tout un tas de gens qui ne bitent strictement rien aux sciences, mais qui sont des entrepreneurs, des entrepreneurs. Enfin bref, il y a plein de gens qui se disent qu'il y a vraiment moyen de faire du pognon avec ça. Alors, moi normalement, maintenant, vous me connaissez un petit peu, et vous savez que si, au début du XXe siècle, aux États-Unis, il y avait du pognon à se faire, je vais naturellement me poser la question de savoir que faisait Thomas Edison à ce moment-là. Eh ben, rien de spécial en vrai. Thomas Edison, il s'est pas plus que ça intéressé au radium. Et c'est sans doute lié au fait qu'il fabriquait, enfin qu'il faisait fabriquer, hein. On parle d'Edison. Il faisait fabriquer donc des systèmes à rayons X, ce qui a causé la mort d'un de ses assistants, et ça l'a un peu refroidi sur tout ce qui est rayonnement invisible. Donc le radium, non. Ça l'a pas plus bousculé que ça. Donc, du pognon à se faire. On voit alors apparaître une nouvelle forme de thérapie appelée radiothérapie douce, et en gros l'idée est la suivante. Les méchants cancérologues, ils vous bombardent avec des traitements méga vénères qui font franchement mal, alors que de toutes petites doses de radiation, mais prises régulièrement, eh ben ça va stimuler l'organisme et le métabolisme. Et en plus, c'est naturel, donc ça peut pas faire de mal. Bon, là on est sur l'équivalent radioactif de l'homéopathie. Hein. On est littéralement sur de l'homéopathie radioactive. Et pour que vous ayez une idée, c'est un truc qui, encore aujourd'hui, existe... Attends, 2 secondes, parce que là, je sais où tu vas en venir, voilà, et juste, il y a besoin de 2 secondes, voilà. Donc. S'il y en a parmi vous, là, qui regardez cette vidéo, qui bossez dans le domaine médical, quoi que ce soit, que vous soyez médecin, que vous soyez infirmière, pharmacien, ce que vous voulez, dans le domaine médical, bouchez-vous les oreilles, en fait. Voilà. Bouchez les oreilles, vous faites là, comme ça, ou alors vous coupez le son, voilà, et on vous fera signe quand vous pourrez revenir. Pour que ce soit visuel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre ici un gif animé de Yann, de la chaîne 12 par sec, qui prononce le mot ocre. Comme ça, pourquoi pas, voilà. Et donc, quand ce gif disparaît, c'est signe que vous pouvez à nouveau écouter, voilà. C'est bon, tu peux y aller. Aujourd'hui, il existe en France des granules homéopathiques de rayons X pour atténuer, vraiment, c'est très très dilué, hein, c'est méthode homéopathique, hein, ça vous le connaissez, pour atténuer les effets de la radiothérapie. Non, genre, les mecs ont vraiment aucune race. Et donc là, en gros, si vous voulez, avec le radium, on rejoint un petit peu ce qu'on avait déjà vu avec l'héroïne et l'opium. En gros, c'est en prendre beaucoup, c'est pas bien du tout, c'est caca.
mais en prendre un tout petit peu régulièrement, ben en fait c'est plutôt bon. Et c'est avec cette idée en tête, en plus de l'idée de faire max de pognon, qu'un dénommé William Bailey va créer au début des années 1920 l'Associated Radium Chemists. Il va vendre un tas de machins radioactifs plus ou moins débiles, genre un presse-papier radioactif délivrant, je cite, délivrant des rayons gamma sans gêne et sans ennui. Ou alors des chewing-gums radioactifs Arium qui promettent force et énergie aux hommes, santé et beauté aux femmes. Ils fondent ensuite les Bailey Radium Laboratories qui vont produire son plus grand tube, son plus grand succès, le Raditor. Et comme le gars veut être absolument certain que tout le monde profite de son Raditor, ouais, faut imaginer que le gars est un peu une sorte de philanthrope, vous voyez. Il annonce que le Raditor peut soigner pas moins de 160 pathologies, dont pêle-mêle, l'acné, l'anémie, l'asthme, les troubles de l'érection. Étonnamment vendeur, oui. Les rhumatismes, la dépression, la faiblesse générale. Mais attendez, parce qu'il y a plus fort. Il y a plus fort. Oui, le Raditor permet également de soigner les fous à l'asile, parce que pourquoi pas. Mais il traite aussi l'illettrisme. Attends, quoi? Oui, parce que si tu veux, en fait, le Raditor, il agit sur les glandes de contrôle. Et en fait, les glandes de contrôle, elles ont un effet sur, au niveau du cerveau, sur l'illettrisme. Parce que je sais pas ce que c'est moi, les glandes de contrôle. Bon, t'inquiète, personne ne sait. Et donc, tout ça, là, pour se soigner, il suffit de boire une fiole par jour de Raditor. C'est tout. Une fiole par jour, et plus de problème. Et là, vous allez me dire, ok, mais il y a quoi dans ce produit miracle? Aïe, putain, je me suis éclaté un orteil. Mais il y a quoi dans ce produit miracle? Ah, putain, je me suis éclaté un orteil. Alors, dans le Raditor, c'est simple, il y a 2 ingrédients. Il y a de l'eau, ça va, et du radium, et ça va pas. Ouais, enfin, attends, parce que c'est... Alors, ça va pas, d'accord, mais ça dépend de la dose, parce que si c'est dans des doses homéopathiques... De quoi générer une activité de 37 000 becquerels par flacon. Ou 10 millisieverts. Ah oui, donc ça va pas, mais pas du tout, en fait. On l'a vu dans la vidéo sur Tchernobyl, le lien dans la description, une radio du torse, c'est 1,9, 2 millisieverts. Et ça dure 1 seconde. Et le staff se barre de la pièce, ou alors ils ont un gilet plombé. Enfin, en tout cas, ça rigole zéro. En France, à part éventuellement les astronautes, on va dire que les gens qui sont le plus exposés, c'est sans doute les ingénieurs du nucléaire, qui sont exposés à un maximum de 20 millisieverts par an. Donc répartis sur 365 jours. Ou 366 quand c'est une année bissextile. Donc avec le Raditor, les gens boivent en 2 jours l'équivalent radioactif de ce que peuvent tolérer les travailleurs du nucléaire sur une année, bissextile ou non. Mais ça, on va y revenir après, parce que d'abord, il y a un fun fact sur le radium. Ah oui, mais donc je confirme, tu sais pas du tout ce que c'est qu'un fun fact. Bailey commercialisait son machin l'équivalent de 33 $ actuels. C'est-à-dire 33 $ par jour, si vous prenez un flacon par jour. Donc, en fait, il vise une clientèle riche. Et parmi ces clients riches, il y en a un sur lequel on va s'attarder un petit peu, Eben Byers. Il s'agit d'un jeune industriel qui, un jour, s'est cassé la gueule dans un train. Le gars est tombé de sa couchette. Alors, c'est un peu marrant parce que c'est un peu ridicule, mais en même temps, ça peut être très très chiant. Et en effet, c'est chiant parce que le gars a tout le temps mal et la douleur ne passe pas. Et ça, figurez-vous que dans son cas particulier à lui, c'est particulièrement chiant parce que ça l'handicape au golf et dans ses performances sexuelles. Et ça, c'est juste pas possible pour un playboy de son genre. Regardez-moi ce BG. Il y a de la bogossitude là ou quoi? Ouais, non, matez-le bien. Imprégnez-vous. Parce qu'il va pas rester comme ça longtemps. Spoiler. Donc, comme vous l'imaginez, le gars fait le tour de tous les médecins pour essayer de trouver quelque chose qui va le soulager. Et il finit immanquablement par tomber sur un médecin qui va lui prescrire du Raditor. Et là, miracle. Byers, s'il a plus mal, il va vraiment mieux. Non, il se sent mieux. Il se sent mieux. Dire « il va mieux », c'est un peu compliqué, parce que vous allez voir. Mais il se sent mieux, en tout cas. Toujours est-il que donc le gars, il est tellement adepte de ce produit qu'il va commencer à conseiller à qui mieux. Enfin voilà, le mec va quasiment devenir un VRP du Raditor. Je veux dire. Regarde, le gars, il en boit quand même 2 à 3 flacons par jour. Attends, combien? 2 à 3 bouteilles. Par jour. C'est la boulette, ça, non? Ah bah, c'est rien de le dire. Totalement, et c'est là l'occasion de vous parler du fun fact sur le radium que je vous ai
un petit peu teasé, voilà. Le radium ingéré n'est pas éliminé par voie naturelle. Ni la sueur, ni le pipi, ni le caca. Bah, du coup, il va où? Le radium reste dans l'organisme et se fixe sur les os. Donc, autant quand vous passez une radio et que ça dure 1 seconde, ça va. Autant là, non, là, c'est game over, hein. Là, c'est fini. L'exposition est permanente. Il faut bien comprendre que c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Donc, à chaque fois que Bayers prend du Raditor, lui ou n'importe quel autre client, hein, par ailleurs, sa concentration en radium augmente. Et alors, outre le fait qu'avoir sa moelle osseuse perpétuellement irradiée, c'est pas tout à fait compatible avec une vie longue et heureuse, le problème, c'est qu'en se désintégrant, le radium désintègre également les os. Comme notamment les os de la mâchoire, que Bayers perdra en 2 ans. Bon, là, je vais vous montrer une photo de Bayers après. Et alors, et je suis sérieux, hein, c'est une image qui peut choquer. On va littéralement voir un mec à qui il manque la moitié de la gueule. Et alors, pourquoi je vous dis ça? Pour 2 raisons. D'abord, parce que s'il y a le moindre problème avec cette image, j'hésiterai pas à la flouter. Donc, si vous, quand vous voyez une image floutée, bah, vous savez pourquoi. Mais également, et là, je vous jure, c'est pas une vanne, pour que si jamais vous vous sentez pas de regarder cette image, mais que vous voulez rien louper de la vidéo, ce que je fais, c'est qu'une fois que la photo aura disparu, il y aura un bip sonore. Voilà, donc vous ne raterez rien de la vidéo, à part cette image, voilà, mais je vous invite à réfléchir avant de la voir, parce que, encore une fois, hein, si vous êtes un peu sensible, c'est... ouais, ça rigole pas. Ouais, donc je me rends bien compte que là, bah, c'était pas top marrant, mais je préfère être clair sur ce truc-là. Salut, c'est le moi du futur qui vous parle, simplement pour vous dire que la photo que je suis sur le point de vous montrer dans la vidéo, s'est rendu compte que il est possible que ce soit pas une vraie photo de ce gars-là. Il y a un énorme débat, il n'y a pas de conclusion définitive sur le sujet. Il y a des gens qui disent si c'est sa photo et les gens qui disent non, il n'existe pas de photo de Eben Bayers post ces incidents. Et donc voilà, au moins ça, je vous donne l'info. Je vais vous montrer l'image, mais je vous donne l'info comme ça. Voilà, c'est peut-être pas ça, mais qu'on soit clair, ça devait de toute façon ressembler un peu à ça. Comme ça vous permet de vous faire une idée, au moins. Et donc, voilà à quoi Bayers ressemble après 2 ans. Bon, 3, 2, 1... Voilà, donc en plus de perdre sa mâchoire et de choper quelques abcès, il va contracter également un cancer généralisé qui aura sa peau 1 an plus tard, soit 3 ans après avoir commencé le Raditor. Il est d'ailleurs enterré dans un cercueil plombé pour ne pas contaminer son environnement, parce que le corps va rester radioactif pendant des milliers d'années, en fait. La demi-vie du radium, c'est genre 1600 ans. Vite fait, un machin radioactif, c'est un machin qui se désintègre en émettant un rayonnement. Donc, on l'a vu, vidéo sur les atomes instables, lien, description. Mais le truc, c'est qu'on n'est absolument pas capable de prédire à quel moment, quel atome va se désintégrer. Sauf qu'il existe donc, comme on l'a dit, la notion de demi-vie. Et le principe est le suivant. Le radium, donc on l'a dit, a une demi-vie de 1600 ans. Ça veut dire que si vous avez une quantité donnée de radium, voilà, et que vous attendez 1600 ans, eh ben dans 1600 ans, il y aura à peu près la moitié qui se sera désintégré. Voilà, donc en quelque sorte, le squelette de Bayers, il brille encore dans le noir aujourd'hui, si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, William Bailey, qui a fabriqué cette merde, il a fini en tôle au moins, ou même pas? Bah non, pourquoi? Bah il a quand même vendu un machin qui a tué le gars, non? Alors, je suis d'accord avec toi, mais le fait est que c'est Bayers qui a décidé tout seul de s'enfiler 3 bouteilles par jour, et que par ailleurs, c'était un produit qui avait été prescrit par un médecin, donc la responsabilité de Bailey là-dedans. En plus, il n'y avait pas de loi spécifique sur le sujet. Donc pas de poursuite possible. Cela étant, la mort d'un riche industriel suite à la prise régulière de Raditor, ça a quand même fait la une des journaux, et ça a été une campagne de pub assez dévastatrice. Plus dévastatrice en tout cas que la mort des 100 femmes ouvrières contaminées au radium, hein, qu'on appelle les Radium Girls. Je vous laisserai checker par vous-même, hein, vous verrez. Et les pouvoirs publics vont légiférer juste après pour interdire l'usage et la vente de produits radioactifs, ce qui semble pour nous, aujourd'hui, tout de même être un peu la base. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça semble complètement dingue de dire un truc aussi simple que ça. Alors, interdire les produits radioactifs, oui, sauf, bien évidemment, dans un cadre médical. Ou scientifique, adapté, enfin voilà, vous avez compris. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner le cas échéant pour être sûr de ne rien manquer des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. La prochaine arrive, comme d'hab, maintenant, dans 15 jours, et d'ici là, bien sûr, restez curieux.
et prenez le temps d'y penser.